Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir, pour certains d'entre vous, une deuxième fois cette semaine dans le cadre du cycle organisé par le Collège Belgique et consacré à la figure du politique au XVIe et XVIIe siècle. Et pour ceux qui étaient là hier, vous savez que ce cycle est organisé sous la conduite de Jérémy Ferrer-Barthomeu, qui est ici à mes côtés, qui est chercheur postdoctoral à l'Université de Liège et l'UC Louvain. Et je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que je pense que c'est lui qui va se charger de vous présenter notre deuxième conférencière. Merci à tous deux. Voilà, tu as ça. Merci beaucoup, Michel Galland. Merci au Collège Belgique et à l'Académie royale de Belgique de nous accueillir pour cette deuxième conférence du cycle Figure du politique au XVIe, XVIIe siècle. Cette conférence va être prononcée par Anne Rousselet-Pimon, qui est, entre autres qualités, professeure d'histoire du droit à l'école de droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Anne Rousselet-Pimon dirige également le Master 2 Histoire de la pensée juridique moderne. Elle est par ailleurs membre de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne. Par ailleurs, j'ajoute qu'elle est également l'autrice d'une thèse consacrée au chancelier, vicaire et lieutenant général du roi sur le fait de la loi, d'après l'œuvre d'Antoine Duprat, Guillaume Poyet et Michel Delepitale. Par ailleurs, et entre autres qualités, notre oratrice est vice-présidente de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, déléguée aux bibliothèques et à la science ouverte. Je ne vais pas m'étendre plus longuement, puisque c'est vraiment elle que vous êtes venu écouter, mais sa conférence s'inscrit dans un cycle, comme vous l'a très bien rappelé la professeure Michel Galland. Ce cycle est consacré à la construction plurielle et composite de l'acteur politique à l'époque moderne, de la première modernité. Nous avons vu hier, avec Jean Seigné, maître de conférence à Tours, la figure du mécène, à travers le mécénat et son histoire longue, du 15e jusqu'au début 18e. Nous observons aujourd'hui la figure du magistrat. Nous allons revenir sur cette figure singulière, grâce à une des meilleures spécialistes de la question. Et nous verrons mercredi et jeudi prochain deux autres figures. Mercredi, la figure du parfait capitaine, à travers l'exemple d'Alexandre Farnèse. Ce sera une conférence prononcée par le professeur Olivier Poncet, qui est professeur à l'École nationale des chartes et à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Et puis la figure du diplomate, du secrétaire diplomate, jeudi, conférence prononcée par Monique Weiss, qui est professeure ordinaire d'histoire moderne à l'Université du Luxembourg. Donc vous voyez que cette conférence-là a été pensée dans un continuum, et donc moi je vous invite à revenir aux autres conférences, celles de mercredi et de jeudi prochain. Sans plus attendre, on va se consacrer maintenant à cette conférence autour de la figure du magistrat. Notre oratrice va prononcer une conférence qui va durer à peu près 1h10, et ensuite, vous aurez l'occasion de lui poser des questions, de faire des remarques, de demander des précisions. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Veillez à bien éteindre vos portables. Et Gérard, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de remercier le Collège Belgique de l'Académie royale ainsi que les organisateurs de ce cycle de conférences pour m'avoir invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui. Donc, comme l'a rappelé Jérémy, hier nous avons évoqué la figure du mécène. Aujourd'hui, je vous propose le portrait d'une autre figure importante de la modernité, le magistrat. Alors, pour mieux cerner mon propos, je voudrais commencer par deux précisions. L'une géographique, l'autre terminologique. Géographiquement, il sera question de la France. Le magistrat dont je vais vous parler est celui qui exerce ses fonctions au sein du Royaume de France, donc un Royaume de France, hop, le voilà, où se succèdent les derniers Valois et les premiers Bourbons, qui conduisent, chacun à leur manière, une politique qui va engager l'État monarchique sur la voie de l'absolutisme, dans un contexte difficile de division religieuse et de résistance de ce qu'on appellera plus tard les corps intermédiaires. C'est la première précision. L'autre précision, elle est d'ordre terminologique. Cette communication s'intitule « La figure du magistrat », mais elle aurait
très bien pu en fait s'intituler la figure du juge. Les deux termes sont en effet devenus synonymes depuis le début de l'époque moderne. Les auteurs utilisent aussi bien l'un que l'autre. Ils parlent simultanément des juges et magistrats ou évoquent alternativement, mais dans les mêmes développements, l'expérience requise aux juges ou la prudence requise aux magistrats. Néanmoins, le terme de magistrat conserve au XVIe et au XVIIe siècle le sens antique qui était le sien, à savoir celui de maître, de chef, celui qui commande, qui dirige, qui conduit. Il faut savoir que le magistrat à Rome n'était pas un juge, c'était le titulaire d'une haute fonction publique, d'une fonction de commandement. Ce sens romain persiste à l'époque moderne, même s'il coexiste désormais avec une acception renouvelée du terme. Or, les juges de l'époque jouent volontiers de cette ambiguïté pour accentuer la posture politique, pour accentuer le rôle non étroitement judiciaire que certains d'entre eux revendiquent en face du pouvoir monarchique. C'est pourquoi j'ai préféré utiliser ce terme qui est plus polysémique. Il sera donc question aujourd'hui d'officiers de justice et de la place qu'ils occupent dans la France de la première modernité. Cette figure du juge n'est pas celle qui a le plus retenu l'attention de l'historiographie dans les catalogues de portraits qui ont été publiés à la suite de l'ouvrage de référence d'Eugenio Garin à la fin des années 1980. L'homme de la Renaissance, ce nom Eugenio Garin, se déclinait en 9 portraits que je vous ai rappelés sur la diapositive, le prince, le condottieri, le cardinal, l'homme de cour, le philosophe, le marchand banquier, l'artiste, la femme, le voyageur et indigène. Mais il n'y est question ni de magistrat, ni de juge. Il n'en est d'ailleurs pas davantage question parmi les 10 portraits qui définissent l'homme médiéval dans un ouvrage paru l'année suivante sous la direction de Jacques Le Goff. On peut s'en étonner. On peut s'en étonner car le magistrat occupe une place importante dans l'histoire de la construction monarchique. Les rois de France, depuis le XIIIe siècle, cherchent à imposer leur souveraineté à la fois en deçà et au-delà des frontières de leur royaume. En deçà, ils luttent contre l'éclatement de leur autorité, qui est lié au déploiement de la féodalité, et veulent substituer à la figure féodale du roi suzerain, seigneur des seigneurs, la figure du roi souverain, c'est-à-dire d'un roi exerçant une autorité directe sur l'ensemble de ses sujets. En delà des frontières, les rois de France s'opposent aux prétentions universalistes des papes et des empereurs en invoquant, là encore, leur souveraineté, d'après laquelle ils exercent une plénitude de puissance et ne doivent dépendre de personne. Dans cette conquête de la souveraineté, le rôle des juges royaux a été essentiel. Dès le XIIIe siècle, ce sont eux qui ont défendu presque au quotidien la supériorité du roi face à des ordres juridictionnels hérités de ces anciennes formes de domination, qu'il s'agisse de la justice d'église ou des justices seigneuriales. Ce sont eux qui ont ainsi donné forme à ce qui est à l'époque la principale caractéristique de la souveraineté, à savoir rendre la justice en dernier ressort. Les juges royaux du Moyen-Âge ont ainsi permis aux sujets de comprendre ce qu'était un pouvoir souverain. Plus que les discours théoriques des légistes de cour, la pratique de la justice par les juges royaux a rendu accessible aux sujets cette nécessaire supériorité de la justice royale que suppose la détention d'un pouvoir souverain. Le juge est donc bien une figure du politique. Il l'est dans les derniers siècles du Moyen-Âge, il le reste dans les premiers siècles de la modernité, même si la figure du juge évolue. Tout d'abord, face à la stabilisation de ce que certains historiens ont appelé l'imbroglio judiciaire du Moyen-Âge, les juges royaux apparaissent, à partir du début des temps modernes, un peu moins comme étant exclusivement cette troupe de fantassins au service de l'affirmation de la prépondérance de la justice du roi face aux justices concurrentes. À partir de la fin du Moyen-Âge, les compétences des justices concurrentes, justice seigneuriale, justice d'église, sont mieux définies, sont mieux encadrées par la pratique, par la loi, et le panorama judiciaire se conçoit désormais moins en termes de concurrence et davantage en termes de complémentarité,
même si tout n'est pas encore réglé et que des conflits de compétences continuent à exister. Mais désormais, nul ne conteste la souveraineté judiciaire du roi de France. Au-delà de cette évolution du rapport de force juridictionnel, deux autres éléments viennent transformer la figure du magistrat dans les premiers siècles de la modernité et ainsi renouveler son profil, son type, par rapport au paradigme médiéval. Le premier élément est d'ordre quantitatif. Au cours de la période moderne, le nombre des magistrats va augmenter de manière significative. Il y avait environ 2000 juges royaux à la mort de Louis XI, on est en 1483. Il y en aura 4 fois plus à la fin de l'Ancien Régime. Certains historiens ont avancé des chiffres beaucoup plus importants. Certains historiens ont parlé de 60 000 juges à la veille de la Révolution française, mais ils ont inclus dans leur décompte les justices seigneuriales qui sont encore assez nombreuses, voire très nombreuses, à la veille de la Révolution. Quoi qu'il en soit, cette inflation des juges n'est pas sans inquiéter les contemporains et de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer cette omniprésence du judiciaire. N'y a montagne si déserte que naît son juge, regrette ainsi dans l'une de ses plaidoiries un avocat qui s'appelle Simon Marion et qui plaide dans les dernières décennies du XVIe siècle. Et il n'est pas le seul. Cette omniprésence du judiciaire a conduit également certains observateurs à évoquer l'existence d'un quatrième ordre aux côtés des 3 ordres traditionnels qui structurent la société d'Ancien Régime en France depuis les XIe, XIIe siècles. C'est le cas de Michel de l'Hôpital, chancelier de France donc de 1560 à 1568, qui dans un court ouvrage, c'est celui qui est sur la gauche, un court ouvrage intitulé « Discours sur les 4 États du royaume » prend soin de distinguer le clergé, la noblesse, la justice et le peuple. C'est le cas également d'un autre Michel, Michel de Montaigne, qui dans ses essais, et c'est la citation à côté, estime que l'évolution de la magistrature a fait naître un 4e État de gens maniant les procès pour les joindre aux 3 anciens de l'Église, de la noblesse et du peuple. Et l'on retrouve cette division quadripartite de la société dans certaines réunions de notables qui sont organisées au cours du XVIe siècle, où les magistrats siègent en corps particulier à côté des représentants du clergé, de la noblesse et des villes. Cette nouvelle conception de la société n'est cependant pas du goût de tous et certains s'élèvent contre cette innovation qu'ils considèrent comme étant purement fiscale et qui ne sera pas reprise au-delà du XVIe siècle. Cependant, même si cette initiative a fait long feu, elle dénote l'emprise du monde des Robins et dès lors aussi l'importance de la figure du juge dans la France, dans la société de la France moderne. L'autre élément majeur qui va modifier en profondeur la figure du juge à partir des XVIe, XVIIe siècles tient à son statut. Le juge, dans l'ancien droit français, est un officier, c'est-à-dire, pour citer le juriste Charles Loiseau, le titulaire d'une dignité ordinaire avec fonction publique. L'office est une dignité qui confère à son titulaire des honneurs et des privilèges ainsi qu'un rang social. L'office suppose aussi un statut particulier. L'officier, tout particulièrement l'officier de judicature, est inamovible. Depuis le XVe siècle, la loi, en l'occurrence un édit promulgué par Louis XI en 1467, la loi reconnaît à l'officier une fonction viagère à laquelle il ne peut être mis fin que dans 3 hypothèses, la mort, la résignation ou la forfaiture du titulaire. Mais surtout, à partir du XVIe siècle, les offices en France sont gagnés par la patrimonialité. Progressivement, les officiers deviennent propriétaires de leurs charges. Cette évolution s'est faite par étapes. La première étape étant la vénalité. Les charges de justice sont d'abord devenues vénales, c'est-à-dire négociables, et ce, dès la fin du Moyen-Âge. Les titulaires de ces charges ont ainsi pu en disposer, moyennant finance. Mais à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIe siècle, cette pratique relève encore de moyens officieux. On parle de vénalité occulte. Il est admis qu'un officier puisse résigner sa charge en faveur d'un tiers,
mais la législation royale impose, jusqu'à la fin du XVIe siècle, que cette résignation se fasse à titre gratuit. Les transactions financières se font donc sous le manteau et les nouveaux officiers devaient jurer à leur entrée en fonction qu'ils n'avaient rien payé pour accéder à leurs charges. Vous jurez que pour parvenir à l'État, vous n'avez baillé ni fait bailler, promis de bailler par vous ou autre, or argent ou chose équivalente. C'est-à-dire que tous les nouveaux magistrats commençaient leur carrière par un parjure. Ce serment n'a été supprimé dans les différents parlements de France qu'à la fin des années 1590. Pourtant, au cours du XVIe siècle, les choses évoluent. Elles évoluent car le roi va devenir lui-même un acteur de la vénalité des charges. Le roi, pragmatique, ne souhaite pas rester en marge d'un trafic qui génère beaucoup d'argent. Il veut sa part du gâteau et la royauté va donc développer une vénalité publique. C'est-à-dire que le roi, tout en interdisant aux particuliers, se met à vendre les offices qui sont entre ses mains. Le premier à le faire, c'est Louis XII, à partir de 1499, qui vend des offices, mais uniquement les offices de finance. Ça paraissait un peu plus acceptable. Et c'est son successeur, François Ier, qui a beaucoup besoin d'argent pour ses activités de mécène, notamment, dont on a parlé hier. Et c'est lui qui va généraliser la pratique et organiser officiellement la vente des offices, qu'ils soient de finance ou de judicature. À la fin du XVIe siècle, les offices, et tout particulièrement les offices de magistrats, sont donc devenus vénaux. Et les tergiversations, on peut dire, autour de la vénalité publique ont été emportées par le développement de la vénalité publique. Les offices peuvent désormais être l'objet de transactions financières. Ils ont acquis une valeur marchande qui est fixée tout simplement par la loi de l'offre et de la demande. Mais pour devenir pleinement patrimoniaux, il leur fallait encore devenir héréditaires, ce qui se fit au début du XVIIe siècle avec l'instauration en 1604 de la fameuse pollette, qui est un droit annuel versé au roi pour permettre la transmission héréditaire de l'office. Jusqu'à cette date, un officier pouvait vendre son office, plus ou moins officiellement, mais il ne pouvait le faire que de son vivant. La transaction devait être faite entre vifs et pour s'en assurer, résignant et résignataire devaient respecter une clause dite des 40 jours. C'est-à-dire que si le résignant décédait avant ce délai de 40 jours, la résignation était caduque et l'office revenait entre les mains du roi, ce qui était une catastrophe pour les familles d'officiers qui se voyaient ainsi dépossédés d'un bien qui représentait souvent une part importante de leur patrimoine. Plusieurs expédients avaient été imaginés, sur lesquels je ne m'étends pas, mais la solution définitive donc, a été trouvée au début du XVIIe siècle par un certain Charles Paulet, conseiller de Sully, d'où le nom de Paulette, qui proposa d'organiser un nouveau système dans lequel la règle des 40 jours était écartée contre le paiement d'une taxe annuelle équivalent à 1/60 du prix de la charge. Ainsi, depuis le début du XVIIe siècle en France, les offices publics sont devenus patrimoniaux. Tout officier de justice peut vendre sa charge à un tiers ou la transmettre à ses héritiers. Cette innovation n'est pas neutre et va marquer, pour les 3 derniers siècles de l'Ancien Régime, la figure du magistrat. Au regard de ces différents éléments, il est surprenant, comme je le disais il y a un instant, que le magistrat n'apparaisse pas parmi les figures retenues par Garine et ses épigones. Et ce tant pour la période médiévale que pour la période moderne. Car le magistrat est bien une figure de la société monarchique avec des traits et des fonctions spécifiques qui évoluent et se renouvellent d'une période à l'autre, ce qui aurait d'autant plus justifié de s'y intéresser. Et pourtant, cette lacune peut aussi s'expliquer. Le juge est en effet une figure complexe, et ce, à plus d'un titre. C'est une figure complexe car elle relève d'approches longtemps restées trop étrangères les unes aux autres. Les approches propres à la technique juridique, voire à la technique procédurale, y croisant des approches politiques et sociales. Au-delà de la diversité des approches épistémologiques, le juge est également une figure complexe en lui-même, puisqu'il s'agit d'une figure multiple, voire kaléidoscopique. Le magistrat au XVIe et XVIIe siècle, c'est un juge, mais à cette époque, un juge peut être, on l'a vu, royal ou seigneurial, urbain ou ecclésiastique, il peut être souverain, moyen ou inférieur et subalterne, il peut être ordinaire ou extraordinaire, il peut être bon ou mauvais.
En outre, dans la plupart des cas, il est difficile d'isoler des profils entièrement individualisés. La figure du magistrat reste en grande partie dans les récits anciens, mais aussi dans l'approche contemporaine, une figure assez peu incarnée. Certes, et on va y revenir, la mémoire collective a gardé le souvenir de quelques magistrats remarquables et d'autres un petit peu moins glorieux. Mais à la différence du mécène, qui sous son nom propre se distingue par sa générosité, à la différence du capitaine qui va s'illustrer individuellement, alors avec quand même ses hommes derrière lui, sur le champ de bataille, le magistrat agit rarement seul ou à visage découvert. Il agit le plus souvent collectivement, en corps. C'est le tribunal, c'est la cour qui rend les jugements ou les arrêts. L'individualité du magistrat s'éclipse alors devant la collégialité de la justice. L'individualité du magistrat s'éclipse également derrière la neutralité du costume, puisque ce costume, qui se fixe d'ailleurs à partir du XVIe siècle, ne distingue que le rang de celui qui le porte, tout en occultant sa personne. Dès lors, il est plus difficile d'identifier dans l'action judiciaire la part de tel ou tel magistrat et d'offrir une figure pleinement incarnée. Enfin, il est un dernier élément de complexité pour dessiner la figure du juge. C'est la diversité des discours. Comme le notent plusieurs spécialistes de l'histoire de la justice, les magistrats de l'ancien droit ont énormément écrit et discouru sur la nature et la finalité de leur mission. Ils ont ainsi eux-mêmes contribué à forger la figure du juge, beaucoup plus que leurs homologues actuels. Les magistrats ont beaucoup parlé d'eux, mais ils ne sont pas les seuls à parler d'eux. Dans les œuvres littéraires du début des temps modernes, la figure du magistrat devient un topos satirique particulièrement prisé. Enfin, le roi et ses conseillers ne sont pas en reste et développent à leur tour un discours sur la justice et sur ceux qui sont censés l'administrer. Bref, les discours s'accumulent et leur diversité empêche de dessiner une figure univoque du magistrat au début de la modernité. Le portrait que je vais donc tenter de vous dresser sera ambivalent, et si figure du magistrat il y a, ce sera une figure construite à partir de ces discours parfois opposés, parfois contradictoires. À partir de cette confrontation des discours, je suis juriste, je fais un plan en deux parties, j'ai choisi de retenir deux figures complémentaires qui me paraissent bien illustrer la manière dont est perçu et dont se positionne le magistrat au début des temps modernes. Une figure judiciaire et une figure politique. Le magistrat, c'est avant tout l'homme du procès, et c'est face au justiciable que se dessine sa figure judiciaire. Mais le magistrat, c'est aussi, comme son nom l'indique, encore au XVIe et au XVIIe siècle, une figure politique qui se construit cette fois-ci moins face au justiciable que face au roi lui-même. Commençons donc par la figure judiciaire. Si l'on se fie à la littérature des XVIe et XVIIe siècles, on ne peut qu'être édifié par le portrait qui est fait du magistrat de l'époque. C'est un portrait essentiellement à charge qui se dégage des appréciations des contemporains, même si le ton est plus ou moins acerbe. Je retiendrai ici un exemple bien connu, celui de Rabelais, chez qui coexistent plusieurs figures de magistrats, du juge bridois au terrible Chafouré, en passant par l'impointeur Perrin-Dandin. Le premier, bridois, que Rabelais nous décrit au tiers-livre, est un modèle de ce qu'on pourrait appeler un bon mauvais juge. Il a rendu pendant ses 40 années de carrière plus de 4000 sentences sans rencontrer aucune difficulté. La moitié de ces sentences a été acceptée sans appel par les plaideurs et l'autre moitié a été confirmée par la cour d'appel du ressort. Cependant, la vieillesse venant, le malheureux juge trébuche sur une dernière sentence. L'une des parties se plaint de la manière dont Bridois a conduit l'instance et Bridois est alors convoqué devant le Parlement de Mirlingue pour se justifier, et c'est là qu'on apprend que depuis 40 ans, Bridois joue la justice au dé. Toutes ces sentences ont été rendues sur un lancer de dés. 2 gros dés pour les affaires simples, 2 petits dés pour les affaires plus compliquées. Et si sa dernière sentence est contestée, c'est seulement, confesse le vieux juge, parce que sa vue a baissé et qu'il a confondu un 4 et un 5 sur ses dés de jugement.
Ce passage a fait l'objet d'un très grand nombre d'interprétations sur lesquelles je ne reviens pas ici, si vous voulez on en reparlera, mais nous pouvons déjà retenir que cette première figure du magistrat associe la justice, non pas au droit, ni même à l'équité, mais au seul fait du hasard, même si Bridois ne néglige pas complètement par ailleurs les exigences du formalisme processuel. À l'occasion de cet épisode, Rabelais nous présente aussi un certain Perrin d'Andin, qui n'est pas à proprement parler un juge, mais un bon laboureur et homme de bien. Rabelais prend d'ailleurs soin, non sans malice, de rapprocher les qualificatifs. Dandin, nous dit-il, tranche quantité de procès, je cite, « comme par juge souverain, quoique juge ne fût, mais homme de bien ». Le lecteur appréciera cette juxtaposition de ce que l'on pourra penser être des contraires. Cet appointeur de procès, comme l'appelle Rabelais, au sens d'arbitre, de médiateur, n'a pas recours au dé, mais comme Bridois, il fait confiance au temps pour régler les différends. C'est même, d'après lui, le secret de son succès. À son fils, qui se plaint de ne pas avoir les mêmes résultats que son père, son fils ne parvient pas à concilier les parties et s'étonne de les fâcher toujours davantage, Dandin explique. « Tu n'appointes jamais les différends. Pourquoi ? Tu les prends dès le commencement, étant encore verts et crus. Je les appointe tous. Pourquoi ? Je les prends sur leur fin, bien mûrs et digérés. Le secret, selon Dandin, c'est bien la patience. Dandin ne se précipite jamais. Au contraire, il attend. Il attend que ses plaideurs soient épuisés et ruinés par les méandres de la procédure. Et alors, il sort du bois et propose ses services. Les parties, qui ne veulent plus qu'une chose, c'est en finir, sans toujours avoir osé faire le premier pas vers une transaction, acceptent alors systématiquement sa médiation. Très fier de lui, Dandin conclut qu'il pourrait, grâce à cette méthode, réconcilier toutes les puissances mondiales en conflit, l'empereur et les Suisses, les Anglais et les Écossais, le pape et les Ferrarais, voire les Tartares et les Moscovites. Mais là encore, cette justice, à l'usure, n'est pas des plus flatteuses. Les chafourés, évoqués au 5e livre, sont autrement plus inquiétants et donnent aux juges une figure redoutable. Ces juges vivent sur l'île du Guichet, sous l'autorité de leur archiduc Grippeminot. Rabelais les décrit comme des bêtes moult terribles et épouvantables qui mangent des petits-enfants et pèsent sur des pierres de marbre. Il ajoute qu'ils portent pour leur symbole et devise une gibecière ouverte, prête à recueillir les deniers et autres monnaies sonnantes et trébuchantes des plaideurs. Ces juges au col d'hermine et aux griffes acérées grippent tout, dévorent tout, et le tout font avec souveraine et irréfragable autorité. La justice qu'ils rendent favorise les riches et les puissants au détriment des faibles. Nos lois, dit Grippeminot, sont comme toiles d'araignée. Les simples moucherons et petits papillons y sont pris, les gros temps malfaisants les rompent. Et Grippeminot se vante pour finir, la formule aussi restera, de plumer loi sans la faire crier. Seul l'argent les intéresse, et c'est d'ailleurs en jetant une grosse bourse de cuir pleine d'écus au soleil que Panurge parvient à amadouer ses chafourés et à se libérer, lui et ses compagnons, de leurs griffes. Au son de la bourse, commencèrent tous les chats fourrés jouer des griffes, comme si fussent violons démanchés, et tous s'écrièrent à haute voix « Ce sont les épices. Le procès fut bien bon, bien friand et bien épicé. Ils sont gens de bien et on peut les laisser aller. » Je vous rappelle que les épices, c'est les droits qui sont perçus sur les plaideurs à l'occasion de différents actes de procédure. Ces figures rabelaisiennes sont essentielles car elles vont marquer durablement l'imaginaire collectif de la modernité, en même temps qu'elles associent les juges à des personnages malfaisants, au sens premier du terme, c'est-à-dire faisant mal leur office, soit par naïveté et incompétence, soit par pure cupidité. On retrouve la métaphore du magistrat enchafouré chez Blaise Pascal ou chez La Fontaine. Saint-Simon, lui, préfère l'image des homards rouges, mais les homards rouges pincent autant que les chats griffent. On retrouve aussi Grippeminot dans une célèbre fable de La Fontaine, le chat, la belette et le petit lapin.
Grippeminot, appelé aussi Ramina Grobis, autre nom emprunté à Rabelais d'ailleurs, est ce dévot ermite, ce chat faisant la chatemite, ce saint homme de chat bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas, cette majesté fourrée qui, au final, va dévorer et la belette et le lapin qui se disputaient un terrier et qui était venu trouver le chat pour entendre son jugement. On connaît la sentence. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, Grippeminot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. On retrouve également chez La Fontaine le Perrin Dandin du tiers-livre, sous des traits, il est vrai, un peu déformés. Toc, ça ne marche plus. Alors, non, je suis passée dans le mauvais sens. Voilà, le voilà. Chez La Fontaine, Perrin Dandin réapparaît dans une fable donc, qui s'intitule « L'huître et les plaideurs », en la personne d'un juge profiteur et peu scrupuleux. En l'espèce, deux pèlerins affamés avaient vu une huître et se disputaient pour savoir qui des deux la mangerait. Et c'est là que Perrin Dandin arrive. Perrin Dandin arrive, ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge. Nous deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président : tenez, la cour vous donne à chacun une écaille, sans dépens, et qu'en paix chacun chez soi s'en aille. Et La Fontaine de conclure : mettez ce qu'il en coûte de plaider aujourd'hui, comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles, vous verrez que Perrin tire l'argent à lui et ne laisse au plaideur que le sac et les quilles. 10 ans plus tôt, en 1668, c'est Jean de La Fontaine qui avait lui aussi redonné vie à Perrin Dandin, puisque c'est le nom donné à l'un des principaux protagonistes de sa pièce, sa seule comédie, intitulée Les Plaideurs. Là encore, Dandin est bien un juge, et non un simple arbitre comme chez Rabelais, et un juge très largement ridiculisé. Il est malade de ce qu'il croit être sa puissance. Il est atteint de tribunalite aiguë. Il est atteint de judicardite et ne pense qu'à juger. Son fils est obligé de l'enfermer chez lui pour éviter qu'il se rende dès le matin au palais. Et pour satisfaire sa soif de contentieux, ce fils aimant va même jusqu'à organiser un procès domestique en bonne et due forme, procès dans lequel le prévenu n'est autre que le chien de la maison, le chien Citron, qui est accusé d'avoir dérobé dans les cuisines un bon chapon du Maine. L'intrigue est directement empruntée aux guêpes d'Aristophane, même si Racine a largement édulcoré, et la forme et le fond à la pièce de Racine n'est pas aussi politique que l'était la farce d'Aristophane. Dandin, quoi qu'il en soit, est devenu au XVIe, XVIIe siècle un classique de la littérature, et si j'osais, je dirais même qu'il est devenu une sorte de François Pignon de la satire de la justice. Quant à Bridois, il réapparaît à la fin du XVIIIe siècle sous les traits, sous les traits d'un personnage secondaire du Mariage de Figaro, où Beaumarchais règle ses comptes avec un conseiller du Parlement de Paris, Gutzmann de Thurn, qui avait été rapporteur dans une affaire où le dramaturge était parti, que le dramaturge avait perdu après avoir dû s'acquitter d'un certain nombre de pots de vin. Et donc, pour se venger, il donne les traits d'un magistrat peu flatteur à son rapporteur. Et si le Bridois de Rabelais était certes naïf et un peu joueur, le Bridoison de Beaumarchais est simplement sot, ridicule et bredouillant. La figure du magistrat donc, qui transparaît dans cette littérature des XVIe et XVIIe siècles est une figure volontiers satirique et qui doit beaucoup à Rabelais. Mais on pourrait citer aussi bien d'autres auteurs, à peu près à la même époque ou un peu plus tardivement, qui contribuent aussi à dresser ce portrait peu flatteur du magistrat au travers d'une littérature dite récréative. C'est vraiment devenu un topos littéraire que de ridiculiser les magistrats et d'en dénoncer les travers, preuve aussi de la place qu'ils tiennent dans la société de l'époque et de la crainte que cette figure peut aussi inspirer. Pour compléter, voire éprouver ce portrait du magistrat au début des temps modernes, je vous propose de changer de registre et d'aller regarder du côté d'un autre type d'ouvrage, également en vogue à la période qui nous intéresse. Il s'agit des mémoires. Les mémoires, selon la définition qu'en donne
Furetière, dans son dictionnaire en 1690, sont, je cite, des livres d'historiens écrits par ceux qui ont eu part aux affaires ou qui en ont été témoins oculaires. Il s'agit donc, au XVIe et encore pendant une grande partie du XVIIe siècle, d'ouvrages avisés, historiques et documentaires. Ces témoignages présentent un intérêt évident pour notre sujet puisqu'ils dessinent une figure du magistrat construite non plus seulement sur le mode de la dérision et du comique, nécessairement excessif, mais d'après ce qui semble être la réalité des faits. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un catalogue de tous les mémoires et chroniques qui sont parus au XVIe et au XVIIe, il y en a eu beaucoup. J'ai choisi de n'en retenir qu'un sur lequel j'ai plus particulièrement travaillé. Il s'agit des mémoires de Claude Hatton. Claude Hatton est né en 1535 dans la Brie. Son père était laboureur et lui-même, il a embrassé une carrière ecclésiastique assez modeste. Il meurt en 1605 et à sa mort, il est curé du Mériot, qui est une paroisse située au sud-est de Provins. Ces mémoires de Claude Hatton sont aujourd'hui très estimées par les historiens comme un excellent témoignage sur la France de la seconde moitié du XVIe siècle, même s'il ne s'agit pas d'un témoignage purement objectif. Claude Hatton est un historien engagé, notamment dans les conflits religieux de l'époque. Il est de sensibilité ligueuse, mais il n'en demeure pas moins un excellent témoin de son temps. Or, il s'avère que la justice occupe une place de premier plan dans son récit et que la figure du magistrat y est presque aussi importante que celle du clerc et du noble. Que nous dit-il ? Il nous dit que la justice est une chose bonne, mais les hommes qui la gouvernent sont plus méchants que les diables. Le ton est donné, et le détail des portraits qui sont dressés au fil des pages est bien peu indulgent. Hatton, comme beaucoup de ses contemporains, déplore la longueur et le coût des procès, et pour lui, ce sont les juges qui sont responsables de la ruine des plaideurs, puisque ce sont eux qui tirent seul profit des procès. Se trouva finalement qu'il n'y avoit que les justiciers qui y eussent profit. Il décrit certains procès dont il a eu connaissance, comme je cite encore, un brouillamini judiciaire dont seuls les juges savent faire un bon civet et brouet, alors que tant les accusateurs et accusés y perdent jusqu'à leur dernier sou. Pour Hatton, la figure du juge rime également avec connivence et corruption. D'après lui, les officiers de justice se laissent influencer dans leur jugement, soit par la pression des puissants, soit par des considérations personnelles, leurs penchants religieux, leurs ambitions ou de vieilles rancœurs mal digérées. Il dénonce ainsi la partialité de ces magistrats intoxiqués et empoisonnés par la farine luthérienne qui s'en prennent injustement aux pauvres catholiques. Il dénonce également les agissements de ce procureur du roi, un certain géant de la ville, qui entraîne différents corps de métier dans un procès dont ils sortiront entièrement ruinés et détruits uniquement parce qu'ils voulaient se faire connaître, craindre et redouter audit Provins à cause de son état. Hatton accuse aussi l'ensemble du corps présidial de sa ville de juger, je cite encore, sans avoir égard à sa conscience, à son âme, à l'équité, ni au profit du bon droit, du seul fait de la haine que ce corps judiciaire avait contre celui dont on appelait devant lui. Le magistrat, dans l'environnement de proximité, est alors une figure menaçante pour celui qui, un jour, peut en être le justiciable. C'est une chose périlleuse d'injurier, témoigne Hatton, un juge, et de tomber en sa malgrâce pour ceux qui sont vindicatifs quand ils ont moyen sur la personne. L'intérêt des chroniques d'Hatton, c'est qu'il ne se contente pas de dénoncer ces maux de la justice, il en donne aussi des raisons. Et l'origine des dérèglements de la justice réside essentiellement, selon lui, dans la multiplication des offices et le développement de la vénalité. Il déplore le nombre excessif des gens de justice et ce grand mal en une république où les juges ont quelquefois leur âme à vendre pour de l'argent. Le trafic des charges est une sorte d'épine profondément enfoncée dans le pied de la justice qui l'empêche de marcher sereinement. Hatton va le constater au quotidien dans la vie judiciaire de Provins et il reprend d'ailleurs une formule fréquemment utilisée par les contempteurs de la vénalité.
il note que les juges sont obligés de vendre fort cher au détail, via les épices et les frais judiciaires, ce qu'ils ont chèrement acheté en gros, leur charge. Voilà qui était cause de faire les juges larrons en se faisant appeler monsieur. C'est la vénalité qui est donc bien la première cause de la corruption des juges. La justice s'est rendue plus sujette à corruption qu'auparavant. Les juges, procureurs et avocats sont devenus avaricieux, superbes et orgueilleux, n'ont plus voulu juger droitement le pauvre, la veuve et l'orphelin, n'ont plus trouvé de support en justice. Le jugement s'est rendu du côté que la bourse penchait le plus. Les dons des présents et des faveurs ont fait gagner la cause à celui qui avait tort et ont condamné le juste. Les juges sont devenus des criminateurs, n'ont eu honte de blasphémer le nom de Dieu, d'usurper le bien d'autrui, de prendre sans payer, luxurieux et paillards, irrévérents et indévots, hérétiques et luthériens, renards et loups ravissants. Au-delà de la pillerie dont se rendent coupables les juges, Hatton dénonce également, au travers du développement de la vénalité des charges de judicature, un bouleversement social qui affecte la figure du juge. En offrant à tout nouveau venu une place dans la hiérarchie judiciaire, sans considération de mérite, la vénalité autorise l'entrée en masse de jeunes gens sans expérience. Grâce à la fortune de leurs parents ou par le jeu d'une survivance, on ne voit plus dans les juridictions que, je cite encore, des enfants de 20 et 22 ans qui ont le visage velu et pelu comme un œuf, gens superbes et de petite expérience. La vénalité autorise aussi une dangereuse ascension qui aboutit à fausser l'équilibre social. Hatton reproche aux nouveaux officiers d'être bouffis d'orgueil et de profiter de leur argent pour accéder à des fonctions incompatibles avec la modestie de leur naissance. Ce deuxième témoignage, en principe tiré de l'observation des faits, n'est donc pas plus reluisant pour la figure du juge que celui de la satire littéraire, même si on trouve quand même chez Hatton quelques portraits un peu plus favorables, mais franchement, on les compte sur les doigts d'une demi-main. Et les juges dans tout ça, que pensent-ils de la magistrature? Comment conçoivent-ils la figure judiciaire du magistrat? J'ai envie de vous dire, pas nécessairement de manière très différente de leurs contemporains, à commencer par le premier d'entre eux, le chancelier de France. Le chancelier de France est un grand officier de la couronne, il est le gardien des sceaux, c'est lui qui appose le sceau royal sur les actes pour en assurer l'authenticité. Il est au XVIe siècle le principal conseiller du roi, et encore au début du XVIIe, et surtout il est le chef de la justice. Et comme chef de la justice, il se doit de dénoncer le désordre qui y règne. Là encore, je m'appuierai sur mes précédents travaux au cours desquels j'ai eu l'occasion d'étudier les discours de Michel de L'Hospital, que je vous ai déjà cité à propos des 4 États, du discours sur les 4 États du royaume. Michel de L'Hospital, qui, comme je vous le disais, a été chancelier de France de 1560 à 1566, c'est-à-dire sous les règnes de François II et de Charles IX, tous deux fils de Henri II et de Catherine de Médicis. Dans l'exercice de ses fonctions, L'Hospital est souvent amené à se rendre dans les principales cours de justice du royaume, les parlements, et c'est l'occasion pour lui de harangues souvent énergiques. Il se fait l'écho des plaintes que l'on sait fréquentes, non de la justice, mais des juges de ce royaume. Et il contribue ainsi, lui aussi, à dresser ce portrait à charge des juges que l'on a rencontrés dans la littérature de Rabelais et de ses successeurs, comme dans les observations des contemporains, comme Claude Hatton. Que leur reproche-t-il aux juges? Il leur reproche un certain nombre de choses, à commencer par leur négligence, leurs absences, leurs querelles internes. Il n'y a rien qui fasse mépriser une compagnie que d'être en dissension, rappelle-t-il aux membres du Parlement de Paris, ces choses honteuses que ceux qui doivent composer les différends des autres soient en différends entre eux. Mais les deux principaux mots qui sont le plus souvent dénoncés dans les harangues du chancelier sont l'avarice et l'ambition. L'Hôpital y voit deux tyrans qui déforment la figure du magistrat. Et là encore, c'est la vénalité qui est tenue pour responsable. Cette vénalité à cause de laquelle la justice échappe aux mains du roi
pour tomber entre les mains des particuliers. Cette vénalité qui admet parmi les juges de jeunes gens inexpérimentés par le seul jeu des résignations. Cette vénalité à cause de laquelle tout se vend et tout s'achète, les charges comme les procès. Le juge ne fait plus rien sans argent, est obligé de reconnaître l'hôpital, et il compare à son tour les juges à de gros larrons. De gros larrons dont l'appât du gain discrédite la justice. 100 francs de gain au bout de l'an font perdre 100 000 de réputation. Vous ne pouvez retenir le nom de sénateur, de prud'homme et bon juge avec la convoitise de vil gain. Celui qui tâche à s'enrichir par tel moyen, ajoute-t-il, de riche de bien deviendra pauvre d'honneur. La marchandise est chère que l'on achète avec perte de lot et gloire. L'autre macule qui ternit la figure du juge, c'est l'ambition. L'ambition des juges est une grande peste en ce royaume, car un avocat n'est jamais content de sa vacation jusqu'à ce qu'il soit conseiller. Le conseiller, sitôt qu'il est reçu, commence à voler plus haut pour se faire président. Le président veut être chancelier, et moi-même, qui suis chancelier, s'il y avait quelque chose de plus haut, j'y voudrais aspirer, ou bien à être cardinal, et le cardinal à être pape. En l'espèce, l'hôpital se fait ici l'écho d'un credo qui est le sien et qu'il répète à l'envie à destination d'un plus vaste public. On retrouvera d'ailleurs aussi dans les Mercuriales de D'Aguesseau au XVIIIe siècle, qui est cette dénonciation de l'incapacité de l'homme à se satisfaire de son état. La figure du juge n'est donc pas chez un haut magistrat, chez un ministre comme Michel de l'Hôpital, très différente de celle dressée par ses contemporains. Cependant, comme premier des juges après le roi, il ne peut s'arrêter à ce portrait négatif et désabusé. Il se doit de proposer une autre figure du magistrat qui rendrait sa grandeur à la justice, considérée comme un des piliers de l'État monarchique. D'où cet autre discours que l'on trouve aussi dans les harangues, où les vertus sont appelées à remplacer les vices, où la figure du magistrat malveillant, ignorant et vénal cède la place à celle du magistrat idéal, du bon juge. Quel est-il alors? À en croire Michel de l'Hôpital, le bon juge est très logiquement ce que le mauvais n'est pas. Il est désintéressé, il est impartial, et à ce titre, les harangues du chancelier comportent quelques belles formules. Nous sommes, je vous le rappelle, dans une époque de fortes divisions religieuses qui engendrent des troubles, des séditions, et l'hôpital compte sur les juges pour qu'ils soient, dans ce contexte difficile, des modèles d'impartialité. Vous êtes juge du pré ou du champ, non de la vie, non des mœurs, non de la religion. Les juges sont juges de la cause, non de la nation ou religion. Tant pis si le bon luth appartient aux mauvais musiciens et le médiocre aux virtuoses. Le magistrat n'est pas juge de la convenance, mais de la propriété de la chose débattue. Si vous ne vous sentez assez fort et juste pour commander vos passions et aimer vos ennemis selon que Dieu commande, abstenez-vous de l'office de juge. Il est donc, reconnaît l'hôpital, fort malaisé être bon juge. Maîtriser des capacités techniques est loin d'être suffisant. Nul n'est bon juge, tant soit-il grand jurisconsulte et lettré, s'il n'est homme de bien. La seule suffisance qui convient au juge, conclut l'hôpital, est la bonté. Alors bien évidemment, il est quand même de bon ton qu'il maîtrise un petit peu le droit et les lois, mais cette maîtrise de la science juridique n'est rien sans l'amour du juste et du bien commun. Car bien que celui-là ait appris tous les droits dont usent aujourd'hui les papes et les rois, de son état pourtant digne, je ne l'estime, s'il n'est homme de bien, sans cautèle et sans crime. Parmi les qualités propres au bon juge, l'hôpital insiste également sur le courage dont il doit faire preuve. Les juges ne doivent pas être timides et craintifs. Un juge timoré ne saurait imposer son jugement et au contraire se verrait dicter sa sentence. Le juge ne doit pas être craintif, mais il ne doit pas non plus être vainement craint. L'hôpital, en effet, prend soin de distinguer entre la crainte et la révérence. Nous craignons celui qui a puissance sur nous, et plus quand il est mauvais, mais nous ne le révérons s'il n'est bon et vertueux.
Il importe donc au bon juge, je cite encore, d'être révéré et non point craint. Désintéressé, impartial, courageux, respecté, le bon juge est également appelé à jouer un rôle de modérateur face à la fièvre procédurière des plaideurs. Alors qu'un Claude Hatton s'en prenait assez peu aux plaideurs et concentrait ses accusations sur les juges, l'Hôpital accuse, lui, plus volontiers les hommes de son temps d'être des procéduriers acharnés. Il parle même de cette Gallia cosidica, de cette Gaule chicaneuse, et affirme qu'il y a plus de procès au Châtelet de Paris qu'en toute l'Italie. Les sujets du royaume sont aisés d'entrer en procès et querelles. Je voudrais juste vous citer ici une épître que l'Hôpital a rédigée à destination de l'archevêque de Vienne, Charles de Marillac, dans laquelle il se livre à une description assez pathétique de la dépendance du justiciable au procès. Il est difficile de prendre des habitudes austères, mais il est également difficile, et en matière d'austérité, il s'y connaissait l'Hôpital, mais il est également difficile de s'en défaire quand elles sont prises, quelque dures et décourageantes qu'elles aient paru au premier abord, commence-t-il par remarquer. Puis il poursuit en affirmant que, comme les courtisans préfèrent suivre les rois par monts et par vaux, quitter leurs somptueuses demeures pour des logements de fortune et une piètre pitance, et voient comme un exil le retour au sein de leur pénate, les plaideurs se ruinent en procès, mais ne peuvent se résoudre à s'éloigner du palais. Peu importe les obstacles rencontrés pour accéder au juge, peu importe les affres du procès, peu importe les déboires financiers, rien ne les convainc de fuir les tribunaux. Et l'Hôpital de conclure, il est aussi impossible de chasser du palais celui qui, une fois y est entré avec un procès en tête, que de chasser une mouche d'une bonne grappe de raisin ou un chien d'une odorante cuisine. L'Hôpital s'interroge alors à nouveau sur le fils du juge. Le fils d'un bon juge est-il vraiment de rendre des jugements? Non. Le fils du juge est secare multas lites, de couper court aux nombreux procès. Plutôt que les expédier diligemment, faut garder qu'ils ne naissent. Ce n'est pas la louange d'un juge que de vider beaucoup de procès. Le vrai lot du juge est de diminuer et éteindre et garder qu'il n'y ait nul procès si faire se peut. Tout ainsi que les lois sont meilleures, qui empêchent que les crimes n'adviennent, que celles qui les punissent. J'aimerais mieux, ajoute l'Hôpital, le médecin qui empêcherait que la maladie ne vînt que celui qui la guérirait. Cette figure du magistrat idéal tempère les critiques et encourage les juges en place à choisir le bon camp. Et pour ajouter à cette figure, tempérer un peu les critiques, je voudrais vous citer encore deux auteurs qui s'inscrivent à peu près dans la même veine. Ce sont là encore deux magistrats. Le premier s'appelle Jean de Coras. Il a été professeur de droit civil à Toulouse, à Valence, puis conseiller au Parlement de Toulouse, office qui va perdre à plusieurs reprises du fait de sa conversion au protestantisme. Il meurt d'ailleurs en 1572 à l'occasion de ce qu'on a appelé la Saint-Barthélemy toulousaine. Jean de Coras a rédigé en 1560 un court discours intitulé « Discours des parties et office d'un bon et entier juge » qui paraîtra en 1605 à Lyon, donc après sa mort. C'est un ouvrage qui fait une 60aine de pages et dans lequel il énumère 5 points sous lesquels il entend être compris tout ce que l'on peut désirer à un bon et droiturier juge, à savoir l'âge, la prudence, l'expérience, l'érudition et l'intégrité. D'après ces critères, le portrait du juge idéal correspond à un homme d'âge raisonnable qui, par le temps, eut appris ce qu'est injustice, précise Coras, ayant un aigu et circonspect jugement, de savoir décerner bonnes et honnêtes et louables choses des mauvaises, choisir et élire celle-là, fuir et éviter celle-ci. Il doit savoir allier connaissances théoriques et expérience pratique, et Coras se félicite tout particulièrement de la jurisprudence des parlements de Paris et de Toulouse,
qui refuse l'accès à la cour d'un brillant jurisconsulte qui n'a pas l'expérience requise pour accéder, d'après eux, à cet office. L'érudition du magistrat doit s'appuyer sur quelques éléments de médecine, notamment un magistrat doit avoir quelques idées de la durée d'une gestation pour savoir apprécier des questions de filiation, quelques éléments de philosophie, une bonne connaissance évidemment de la loi de Dieu. Donc Horace affirme que de toutes les disciplines, c'est la plus nécessaire au juge, et un savoir juridique, mais sur lequel il n'est pas trop exigeant. Nul besoin d'un savoir exquis, rare et éminent. Une doctrine médiocre, pour le moins en la jurisprudence, suffit, pourvu qu'elle soit accompagnée de l'intégrité. Le bon juge doit avoir d'égard que pour la cause, sans se laisser branler jamais de la rectitude, soit par crainte, haine, grâce et cupidité, qui sont, ajoute Horace, les 4 moyens qui pervertissent pernicieusement le jugement humain. On a là une figure du magistrat qui est très marquée par les scrupules religieux, moraux de l'époque, et le magistrat y est présenté moins comme un technicien du droit que comme le ministre et procureur de Dieu. L'expression est dans le petit ouvrage de Horace. Et ce ministère divin donne des droits au juge, mais surtout lui donne des devoirs. Le dernier auteur dont je voudrais vous parler ici, dans cette figure judiciaire du magistrat, s'appelle Bernard de la Roche-Flavin. C'est aussi un Toulousain. Il est né en 1552, il est mort en 1627, il a été brièvement conseiller au présidial de Toulouse, puis au Parlement de Paris, et ensuite, en 1582, il intègre le Parlement de Paris, le Parlement de Toulouse, pardon, dans lequel il va rester jusqu'à sa suspension en 1617. De ce long séjour au Parlement de Toulouse, il va tirer notamment 2 ouvrages de référence que les historiens du droit utilisent beaucoup. Le premier, c'est un ouvrage sur la jurisprudence du Parlement de Toulouse, un recueil d'arrêts, et l'autre concerne l'histoire et le fonctionnement des parlements de France. Ce deuxième ouvrage est une véritable somme, plus de 900 pages, qui a été rédigée après 40 ans d'un travail acharné à partir des archives judiciaires. Et dans cette somme, qui est intitulée « Les 13 livres des parlements de France », il y a un livre 8 entièrement consacré au portrait du parfait magistrat. Ce livre, d'ailleurs, a été qualifié de véritable traité de déontologie à l'usage des magistrats des cours souveraines. Alors, dans ce livre 8, il y a 82 chapitres qui sont assez disparates, du moins pour notre regard contemporain. Les chapitres s'enchaînent, mêlant des consignes pratiques, voire techniques. Le bon juge arrive à l'heure, est attentif aux audiences, écoute les rapporteurs, est diligent dans l'expédition des causes, ne révèle pas les secrets de la cour, réside sur le lieu de son office, ne cumule pas les offices, n'accepte aucun don des parties, évite toute familiarité avec les parties. Et puis à côté de ces consignes figurent aussi quelques grands principes qui qualifient le bon juge: l'intégrité, l'impartialité, la probité, la prudence, qui consiste en 3 choses, qui sont bien consulter et délibérer, bien juger et résoudre, bien conduire et exécuter. Et tirant profit de son expérience, La Roche-Flavin, et c'est ce qui lui sera reproché, n'hésite pas à nommer certains de ses collègues qui ne remplissent pas tous ces critères. Intéressant à noter aussi que dans ce livre, La Roche-Flavin insiste beaucoup sur la figure sociale du magistrat. Les devoirs du magistrat débordent très largement le cadre des palais et des prétoires. C'est une idée qui était déjà présente dans les discours de Michel de l'Hôpital, qui soulignait que les officiers de justice restaient investis d'une autorité particulière, même dans leurs activités privées, et devaient être des exemples dans la société. Ce que chacun d'eux dit, soit à table ou ailleurs, est observé par le peuple qui a regard à eux et s'y arrête, disait déjà le chancelier de l'Hôpital. La Roche-Flavin développe cette idée de l'exemplarité et du modèle du magistrat dans la société en présentant les magistrats comme des miroirs, des exemples de vertu aux autres. Et puis à plusieurs reprises, et c'est la citation que je vous ai mise, il compare les juges
à des soleils. Les juges, et principalement les juges souverains des parlements, ne doivent rien respirer que la vertu, le bien et l'utilité publique, et servir de bon exemple aux autres magistrats inférieurs et au peuple, et à tous leurs justiciables. C'est à eux comme soleil d'éclairer aux autres. Et cet éclat leur impose des devoirs dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi en dehors des prétoires, à commencer par la sobriété et la décence dans leur habillement, dans leurs repas, dans leurs activités. Ils ne peuvent pas fréquenter les bals et les danses publiques, ils ne peuvent pas se mêler d'affaires de négoce et de marchandises, il leur est interdit de s'adonner à la chasse ou tout simplement de céder, je cite, à un rire dissolu et immodéré en public. Ils sont officiers du roi et ne peuvent servir les intérêts d'autres princes ou seigneurs. Cette litanie de recommandations, qui s'étend sur plus de 130 pages, a une importance sociale non négligeable, puisqu'à travers elle se dessinent les valeurs de cette noblesse de robe en cours de formation. On notera pour la petite histoire que ce portrait du bon magistrat, dans lequel La Rocheflavin faisait aussi quelques petites piques, n'a pas été bien reçu par ses pairs, et 8 jours après la publication, le livre est dénoncé par le procureur général du Parlement de Toulouse, qui ordonne qu'il soit rompu et lacéré et que sa vente soit interdite. Alors la sanction est probablement un peu injuste et motivée par différentes raisons. Elle est d'autant plus injuste que La Rocheflavin concluait son fameux livre 8 en reconnaissant qu'il était difficile de trouver un magistrat parfait et que le portrait qu'il avait tenté de dresser ne visait à, sinon parvenir, du moins approcher de cette perfection. La mise à l'index de ce livre est peut-être due, probablement même, au message politique qu'il contient et à la seconde figure que je voudrais maintenant aborder, alors rassurez-vous de manière beaucoup plus rapide, à savoir la figure politique du magistrat. Alors je serai beaucoup plus rapide parce que les juges dont il est question ici ne représentent qu'une partie de la masse du monde judiciaire. La dénonciation de l'ignorance, de la cupidité, de la compromission touche tous les juges, depuis le juge de village jusqu'au juge supérieur. En revanche, la figure politique du magistrat ne concerne que les juges dits souverains, c'est-à-dire ceux des cours supérieures et notamment des parlements. Et les discours qui définissent cette figure politique sont plus circonscrits et se limitent à 2 versants, le discours tenu par les grands juges et la réponse qui leur est adressée par le pouvoir monarchique. Dès le XVIe siècle, les gens des parlements, ou du moins une partie d'entre eux, commencent à élaborer ce que les historiens ont appelé une idéologie de la magistrature, dans laquelle ils défendent une certaine idée de la monarchie dans laquelle les magistrats auraient un rôle qui ne serait pas exclusivement judiciaire, mais beaucoup plus politique, un rôle qui les autoriserait à participer aux affaires publiques du royaume. Tout commence par une réécriture de l'histoire. Les grands juges, aidés par de savants antiquaires, comme Étienne Pasquier ou Jean Dutilllet, réécrivent l'histoire des parlements. Et la principale idée retenue est que les parlements... le Parlement, au début, il n'y en avait qu'un qui s'est sédentarisé à Paris au début du XIVe, puis à partir du XVe, il y en aura d'autres dans le royaume de France. L'idée retenue, c'est que le Parlement n'est pas une création royale. Le Parlement serait consubstantiel à la naissance et au développement de la monarchie française. C'est ce qu'explique Bernard de La Rocheflavin au premier livre de son ouvrage. La vérité est que les parlements ont été institués et établis en France dès la naissance de cette monarchie et du temps des premiers rois, lors qu'ils faisaient assembler de seigneurs et barons du royaume en leur cour pour aviser et consulter des affaires d'État et de justice. Les parlements sont ainsi assimilés aux anciens plets, aux anciennes assemblées de l'époque franque. Et de cette origine ancienne, ils auraient conservé une fonction politique au-delà de la stricte connaissance des affaires judiciaires. Les parlements n'ont pas été seulement établis pour le jugement des affaires et procès entre parties privées, mais ils sont aussi destinés pour les affaires publiques et la vérification des édits, écrit La Rocheflavin, toujours lui, cette fois-ci au dernier livre de son monumental ouvrage. Les magistrats du début des temps modernes estiment donc qu'ils ont leur mot à dire dans les affaires publiques et qu'ils doivent tout particulièrement être associés à la procédure législative.
D'après eux, les lois royales ne peuvent être pleinement lois que si elles ont été approuvées par eux. La loi du roi n'est loi que si elle est passée par l'alambic du Parlement, selon les termes de l'avocat Étienne Pasquier. À ce titre, les magistrats des parlements s'autorisent à refuser l'enregistrement de certaines lois s'ils estiment qu'elles ne sont pas compatibles avec ce qu'ils considèrent comme devant être une bonne loi. Alors il faut quand même savoir qu'au XVIe au XVIIe siècle, à défaut de journal officiel, les lois promulguées par le roi étaient envoyées auprès des principales cours de justice, à commencer par les parlements, pour être lues en audience publique et ensuite enregistrées, c'est-à-dire transposées dans un registre pour être conservées et ensuite, évidemment, appliquées. Cette procédure d'enregistrement était donc à l'origine une procédure essentiellement formelle. À partir du XVIe siècle, les magistrats des parlements veulent en faire une étape substantielle de la procédure législative en refusant d'enregistrer automatiquement les lois et en prétendant procéder à un contrôle du contenu, voire de l'opportunité des lois qui leur sont présentées par le roi. En refusant l'enregistrement d'une loi, les grands juges refusent de l'appliquer et de la transmettre aux juridictions inférieures. Ils bloquent ainsi la volonté législative du roi et revendiquent la compétence d'être associé à l'élaboration du droit du royaume. Ils refusent potentiellement l'enregistrement de certaines lois. Ils s'estiment également compétents pour interpréter, voire modifier les lois à l'occasion des procès et ils vont même jusqu'à s'autoriser à écarter purement et simplement la loi pour recourir à l'équité. Alors, à l'appui de ces revendications, ils construisent un argumentaire, ils construisent un discours qui va dessiner leur figure politique. Ils défendent l'idée, on l'a vu, qu'ils n'ont pas été institués par les rois, mais qu'ils sont nés avec la royauté elle-même. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à rappeler l'histoire biblique et l'antériorité en Terre Sainte des juges sur les rois pour justifier leur autonomie par rapport au pouvoir royal. Et poursuivant dans cette veine religieuse, les juges de l'ancien droit en France se présentent volontiers comme des prêtres de justice. Dieu a imprimé en eux une marque de sa gloire, comme à ceux qui sont ministres de son empire, dira un célèbre avocat du roi à la fin du XVIe siècle. Donc ces juges disent exercer un véritable ministère divin. Ils affirment que la fonction de juger, qui est une fonction divine par excellence, leur a été directement déléguée par Dieu et qu'ils agissent donc sous le regard de Dieu. Et c'est cette responsabilité qui les autorise à s'écarter du droit royal quand ils estiment que celui-ci est contraire aux normes transcendantes issues du droit divin ou du droit naturel qui, à l'époque, étaient relativement liés. Ils estiment qu'ils doivent, en conscience, c'est l'expression qu'ils utilisent, préférer la loi de Dieu à la loi du roi. Et c'est pourquoi ils refusent d'enregistrer ou d'appliquer des lois qu'ils tiennent pour contraires aux normes supérieures. Un autre argument de nature plus juridique est également invoqué par les juges pour justifier leur rôle politique. Les juges des cours souveraines, Parlement en tête, disent qu'ils représentent le roi et ils se fondent sur cette notion de représentation pour participer à la définition de la loi royale. Alors, comme souvent, c'est la royauté qui a tendu le bâton pour se faire battre, puisque, à l'origine, c'est la royauté la première qui a utilisé cette fiction de la représentation à partir du XIVe siècle pour expliquer l'absence physique du roi au sein du Parlement. Le Parlement se sédentarise au début du XIVe siècle et le roi ne peut plus rendre systématiquement la justice en personne. Il n'est donc plus physiquement présent au Parlement, et c'est pour faire accepter cette absence et l'autorité de la Cour que les ordonnances royales, à partir du XIVe, affirment que le Parlement représente le roi. Puis, à partir du XVIe siècle, l'argument va changer de camp. Et ce ne sont plus les ordonnances royales qui parlent de représentants, ce sont les juges qui en font désormais un terme récurrent. Je vous ai mis là sur la diapositive quelques exemples de ces discours tenus par des présidents de Parlement, Rouen ou Paris. Les présidents, le roi absent, le Parlement le représente, le Parlement est l'image et représentation du roi. Or, ce thème de la représentation est un argument central du discours des juges pour expliquer leur pouvoir créateur de droit. C'est parce que les juges
représentent le roi, les juges supérieurs, hein, bien évidemment, qu'ils leur aient communiqué par une sorte de fiction les mêmes prérogatives qu'au roi souverain. Lorsqu'un Parlement interprète la loi par ses arrêts, il n'agit pas en son nom, il agit au nom du roi. Malgré l'éloignement de la personne physique du roi de sa cour, la cour continue en tant qu'institution judiciaire distincte à agir au nom de la souveraineté royale et à pouvoir, comme le roi, faire du droit. C'est ce qui dit notamment, avec d'autres, hein, un conseiller du Parlement de Toulouse qui s'appelle Géraud Ménard et qui affirme que les parlements représentant le roi, on n'a jamais douté, ius facere posse, qu'ils puissent faire du droit. À la même époque, un autre juriste, François Grimaudet, estime que les cours souveraines ont toute puissance dans leur jugement entre parties privées de déclarer nullité, modifier les lois, parce qu'en la distribution de la justice, les parlements représentent le roi et leurs arrêts sont prononcés sous le nom du roi et exécutés par lui. C'est également parce qu'ils représentent le roi que les juges souverains peuvent écarter toute règle de droit et recourir à l'équité pour trancher les différends. C'est parce qu'ils représentent le roi qu'ils peuvent s'émanciper des prescriptions normatives. Les magistrats des parlements n'hésitent pas non plus à se qualifier de véritables sénats du royaume. Et cette appellation est fondamentale, hein, ce n'est pas juste un emprunt rhétorique à la tradition antique hein, dans le style humaniste. Il s'agit bien d'un positionnement politique, puisqu'à Rome, le Sénat autorisait les lois. À ce discours, qui se met en place dès les débuts de la modernité, le roi et ses conseillers opposent un autre discours, dans lequel ils déconstruisent la figure politique du magistrat, savamment façonnée par les juges. Non, les magistrats, les parlements ne sont pas le Sénat de France, où se discutent les affaires de l'État et s'autorisent les lois. Depuis François Ier, les rois de France refusent expressément au Parlement ce qualificatif. Le discours monarchique réfute également les autres arguments avancés par les grands juges. Certes, répondent le roi et ses conseillers, la justice est une fonction d'origine divine. Mais ce ne sont pas les juges qui ont été directement investis de la mission de juger sur la terre. C'est le roi. C'est lui, le souverain justicier. C'est lui qui, par la promesse du sacre, s'engage à administrer une bonne justice dans son royaume. C'est lui qui ensuite nomme des juges auxquels il délègue la fonction de juger. Les juges sont certes responsables dans l'exercice de leurs fonctions, mais ils sont d'abord responsables devant le roi avant de l'être devant Dieu. Et si quelqu'un est responsable devant Dieu de la bonne administration de la justice dans le royaume, c'est le roi. Le roi fait comme écran, finalement, entre Dieu et les juges. Enfin, quant au dernier argument, celui de la représentation, il est également battu en brèche par la royauté, qui leur répond là encore que non, les parlements ne représentent pas le roi, ou du moins dans le sens où ils l'entendent. Ils n'agissent là encore que par délégation. Alors là aussi, les notions juridiques sont différentes. C'est un peu technique, je vous prie de m'en excuser. Mais juridiquement, la différence est notable. En droit, le mécanisme de la représentation suppose une véritable substitution de la personne du représentant à celle du représenté. Comme en droit des successions, l'héritier se substitue au défunt ou au décujus et bénéficie des mêmes droits, des mêmes prérogatives que le défunt. Représenter le roi, ça signifie participer à l'essence même de la royauté. Ça signifie former un seul et même corps avec le roi. Et c'est cette notion de représentation à laquelle s'attaquent le roi et ses conseillers, et c'est à cette notion de représentation qu'ils veulent substituer la notion de délégation. Juridiquement, la délégation repose plus modestement sur l'idée d'un mandat, et d'un mandat qui est limité, qui est en l'occurrence limité au pouvoir de rendre la justice. C'est ce que rappelle François Ier au Parlement dès 1527, c'est ce que rappelle aussi Michel de l'Hôpital, toujours lui. Chacun doit étudier à bien faire son État sans entreprendre sur celui d'autrui. L'État du Parlement est de juger les différends des sujets et de leur administrer la justice, et ceux du Conseil privé manient les affaires de l'État par loi politique et autres moyens. Ainsi, les uns advisent et pourvoient aux faits de l'État et police du royaume, les autres jugent les différends des sujets. Pour la royauté,
les juges n'ont aucun rôle législatif, excepté en amont le devoir de conseil et en aval l'application de la loi. Ces deux discours, celui des juges, celui du roi, qui se construisent parallèlement au début des temps modernes, ont contribué à dessiner deux figures politiques du magistrat qui resteront durablement inconciliables. Ni les juges, ni les rois ne changeront de modèle jusqu'à la Révolution. Et cette contradiction des figures explique en grande partie les différends parfois violents qui opposent durant les derniers siècles de l'Ancien Régime le roi et ses juges. Pour conclure, oui, ça y est, je conclus. Ces propos qui ont été, je vous prie de m'en excuser, un petit peu longs. On peut dire que la figure du magistrat au XVIe et XVIIe siècle occupe de nombreux discours, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Le magistrat étant à la fois cette figure menaçante, ce gros larron entre les mains duquel les partis sont manipulés, sont trompés, sont ruinés, et le portrait du magistrat idéal que les juges eux-mêmes se sentent obligés d'opposer ne suffit pas à faire changer la perception des contemporains. Il est tout au plus un garde-fou, un modèle que l'on sait inatteignable. Il faut cependant reconnaître que les juges ne sont pas les seuls en cause. Le système de la vénalité des offices mis en place par la pratique, mais ensuite validé, voire encouragé par la monarchie, a largement favorisé les dérives de la justice, sans parler des plaideurs et de leur goût pour la chicane, qui est aussi un lieu commun de l'époque. Le magistrat, c'est aussi une figure politique dont la place au sein de l'organisation monarchique est âprement discutée pendant les 3 derniers siècles de l'Ancien Régime. Ces deux figures, du magistrat judiciaire et politique, qui se présentent sous des traits parfois peu flatteurs ou pour le moins conflictuels, ont nourri une méfiance durable face à l'appareil judiciaire qui explique le sort réservé à la fin du siècle suivant aux magistrats, notamment sous la Révolution française. Plus question de reconnaître aux juges un quelconque rôle politique ni le moindre ascendant sur la loi. Plus question non plus de confier à un juge inamovible le sort des citoyens. La subordination et la déprofessionnalisation de la justice à l'époque révolutionnaire, de même que la domestication qui suivra ensuite durant la période napoléonienne, sont des conséquences directes du souvenir de la figure du magistrat telle qu'elle s'est construite depuis le début des temps modernes. Et c'est là où l'histoire de la France rejoint celle de la Belgique, enfin. Certes, les Pays-Bas espagnols ont échappé à la vénalité. Mais après la réunion des départements belges à la République française en 1795, la justice en Belgique a hérité du système judiciaire français, remanié ensuite par Napoléon. Elle a donc aussi, d'une certaine manière, hérité de son histoire et de cette figure complexe du magistrat que j'ai tenté de vous décrire. Je vous remercie.